Grand 7. L'âme ou le corps astral. Par âme, il faut entendre ici la partie de l'homme liée au plan émotif, astral ou psychique, et non ce corps supérieur de nature lumineuse que le vocabulaire actuel, plus précis, nomme corps causal, corps égoïque, maître intérieur ou ange solaire, et auquel la religion chrétienne se réfère sous l'expression d'ange gardien, et qui est aussi appelé âme, au sens véritable et avec les attributs de celle-ci, protection, enseignement, immortalité, etc. Le mot astral qualifiait ce que nous nommons maintenant éthérique, et le plan psychique, immédiatement supérieur à l'éthérique au sens actuel, était le plan du désir, s'exprimant notamment chez l'être humain par le corps du désir. Ce dernier est appelé maintenant corps astral ou psychique. En conséquence, il faut comprendre ici par corps astral, corps psychique ou corps de désir, siège des passions, des émotions, etc. et donc vibratoirement supérieur à l'éthérique. L'homme véritable, c'est-à-dire l'âme, est issu de l'akasha ou des plus subtiles vibrations de l'éther, des éléments et des polarités respectives des fluides électriques et magnétiques. Les éléments agissent dans l'âme, autrement dit le corps astral, de la même façon qu'ils le font dans le corps physique. Le corps astral est lié, uni au corps physique, avec ses propriétés spécifiques par l'aimant quadripolaire. Cette union se fait par une action électromagnétique des éléments, analogue à celle qui a lieu dans le corps physique. Cette activité des éléments, c'est-à-dire l'émanation du fluide électromagnétique du corps astral, est appelée par les initiés la matrice astrale, ou corps éthérique. De plus, le corps astral a exactement les mêmes fonctions que le corps physique. En effet, l'être humain fut pourvu de 5 sens subtils, correspondant chacun à un élément, et dont se sert le corps astral pour enregistrer, en s'aidant des sens physiques, les perceptions du monde matériel. Cet enregistrement par les sens subtils et physiques, ainsi que leur activité, s'effectue par le mental, de nature immortelle. Pourquoi le mental est tel, je l'expliquerai bientôt. Sans l'activité du mental dans le corps astral, ce dernier serait sans vie et se décomposerait. Mais inversement, sans le corps astral, le mental ne pourrait agir. Le corps astral est, par conséquent, le siège de toutes les propriétés du mental. Une vibration spécifique des fluides électriques et magnétiques correspond au degré de développement et de maturité du mental. Elle se manifeste dans le corps astral par 4 tempéraments. Nous distinguons ainsi, suivant l'élément en prédominance, les naturels colériques, sanguins, mélancoliques et flegmatiques. Le premier, colérique, est issu de l'activité du feu. Le deuxième, sanguin, de l'air. Le troisième, mélancolique, de l'eau. Et le quatrième, flegmatique, de la terre. Suivant l'intensité et le type de vibration de l'élément concerné, les fluides correspondant à celui-ci agissent avec une force et une expansion différentes et produisent des effets particuliers. Chacun des 4 éléments auxquels sont soumis les tempéraments humains provoque par sa polarité active des conséquences positives et par sa polarité passive des conséquences négatives. Il serait trop long d'établir ici un tableau exhaustif de l'activité des éléments. Aussi est-il préférable que le débutant sur la voie initiatique découvre lui-même par la méditation toute leur influence. Car, sur ce chemin, cette recherche même génère des conséquences précises. Je donnerai seulement quelques exemples. Le tempérament colérique présente, par sa polarité active, les dispositions agréables suivantes. L'activité, l'enthousiasme, le zèle, la résolution, l'audace, le courage, la force créatrice, l'assiduité, etc. Par sa polarité négative, il se manifeste en avidité, jalousie, passion, irritabilité, humeur querelleuse, démesure, penchant à la destruction, etc.
Le tempérament sanguin présente par sa polarité positive les dispositions suivantes: la pénétration, l'application, la joie, l'habileté, la bonhomie, la clarté, l'enjouement, la facilité, l'optimisme, la vivacité, l'indépendance, la vigilance, la confiance, etc. Par sa polarité négative, il se manifeste en irrévérence, dédain, indiscrétion, impatience, ruse, bavardage, caquetage, malhonnêteté, versatilité, etc. Le tempérament mélancolique présente par sa polarité positive les dispositions suivantes: le respect, la charité, la modestie, le dévouement, la gravité, l'ardeur affective, la cordialité, la compréhension, la tendance à la méditation, la compassion, la tranquillité, la profondeur, l'ouverture à autrui, la délicatesse, la propension à pardonner, etc. Par sa polarité négative, il se manifeste en indifférence, dépression, timidité, distraction, paresse, irrespect, etc. Le tempérament flegmatique présente par sa polarité positive les dispositions suivantes: le respect, la considération d'autrui, la persévérance, la circonspection, la ténacité, la gravité, la fermeté, le scrupule, la profondeur, la concentration, la sobriété, la ponctualité, la réserve, l'objectivité, la responsabilité, la prudence, la sûreté, etc. Par sa polarité négative, il se manifeste en amorphie, négligence, fermeture, indifférence, déloyauté, timidité, paresse, défiance, taciturnité, etc., etc., etc. Les différents aspects de chaque tempérament constituent donc, suivant la prédominance de l'un d'eux, le caractère fondamental de l'homme. La proportion avec laquelle ces aspects s'expriment dépend de la polarité agissante de l'élément lié au tempérament, et donc des fluides électriques et magnétiques. De plus, l'action globale des éléments, quant au caractère humain, produit un rayonnement appelé aura. Il ne faut pas confondre cependant l'aura avec le corps éthérique, car entre eux deux existe une grande différence. Le corps éthérique est le lien qui unit le corps physique et le corps astral, alors que l'aura est le rayonnement issu de l'activité globale des éléments. Par ailleurs, elle est elle-même de tonalité positive ou négative. Ce rayonnement donne à tout le corps astral une vibration déterminée, et celle-ci se manifeste par une couleur précise. En observant cette couleur par ses yeux astraux, l'initié peut comprendre la nature de sa propre aura ou celle des autres. Grâce à cette perception, il pourra ensuite connaître non seulement le véritable caractère d'un individu, mais aussi l'activité ou la polarité de la vibration de son corps astral, et donc, éventuellement, influencer cette dernière. Tout ceci est traité dans le paragraphe relatif à l'introspection. En conséquence, le tempérament, ou action des éléments, constitue le caractère de l'homme. Ensemble, ils produisent le rayonnement du corps astral ou aura. Ce n'est donc pas sans raison que sur leur portrait, les grands initiés et les saints sont entourés d'une auréole. Ce n'est donc pas sans raison que sur leur portrait, les grands initiés et les saints sont entourés d'une auréole. Celle-ci est, en fait, l'aura que nous venons de décrire. Cependant, outre le fait que le corps astral soit le reflet du caractère, du tempérament et de l'activité du fluide électromagnétique, il recèle deux centres psychiques qui sont supportés par deux organes dans le corps physique. Le cerveau, qui est le siège de la conscience, et le cervelet, qui est celui du subconscient. Dans le paragraphe intitulé « L'esprit ou mental », leurs fonctions respectives sont traitées de façon détaillée. Ainsi que nous l'avons précisé, le corps astral est, à l'instar du corps physique, le terrain d'activité des éléments. En lui, les fonctions, les forces
et les facultés psychiques sont établies grâce à des centres qui correspondent chacun à un élément. La philosophie hindoue nomme ces centres lotus ou chakras, et la technique d'éveil de ces derniers, Kundalini Yoga. Je ne m'étendrai pas sur les lotus ou centres, car le lecteur peut en acquérir la connaissance dans les livres. Très brièvement, je dirais que le centre le plus bas, le Muladhara, ou centre lié à l'élémentaire, a son siège dans la partie la plus dense du corps astral. En remontant, le centre suivant, le Swadhisthana, est gouverné par l'eau. Il a son siège dans la région des organes sexuels. Le centre dirigé par le feu, Manipura, dans la partie centrale du corps astral, est situé dans la région du nombril. Le centre lié à l'air, élément médiateur, Anahata, se localise dans la région du cœur. Le centre gouverné par l'éther ou Akasha, Visuddha, a son centre dans la région du cou. Le centre, Ajna, déterminant la volonté, l'entendement, l'intellect, se trouve entre les deux sourcils. Le centre le plus élevé, situé au sommet du crâne, et le plus divin, est le lotus aux 1000 pétales. Il est appelé Sahasrara. Il irrigue de sa force tous les autres centres qui subissent donc son influence. De ce dernier centre, le principe akashique ou Susumna établit la liaison entre tous les centres, régularise la force de chacun d'eux et s'écoule le long de la colonne vertébrale comme dans un canal jusqu'au centre le plus bas, celui que gouverne l'élémentaire. Je reviendrai ultérieurement à l'éveil de la force du serpent, ou Kundalini. Mais notre tâche est ici la description du corps astral, laquelle consiste à préciser le rapport qu'entretiennent les éléments dans ce corps et à en donner une image claire. On voit donc que le corps physique et le corps astral ont chacun une vie, des activités et un fonctionnement qui leur sont propres, et que leur conservation et destruction respectives sont soumises aux lois immuables de l'aimant quadripolaire, c'est-à-dire au mystère du tétragramme, et qu'ils sont, en conséquence, gouvernés par celui-ci. Si l'initié médite ce fait avec attention, il obtient une vision claire du fonctionnement, non seulement de son corps physique, mais aussi de son corps astral, et il peut se faire, grâce à sa connaissance des lois primordiales, une représentation correcte de leur interaction.